Nous voilà dans la 8e séquence consacrée à la présentation de cette publication proposée par Narcy et Renaud en 1972 dans un contexte de formulation d'un détergent à partir de 3 constituants. Et donc après avoir construit, soit par des moyens manuels, en reprenant l'approche d'Henri Cheffé, soit par l'application de la méthode des moindres carrés, associée à une mise en œuvre informatique, nous avons construit l'équation du modèle. Et avec la méthode des moindres carrés, nous avons envisagé la possibilité de calculer les résidus, lorsqu'on n'utilisait pas toutes les expériences réalisées pour fabriquer un modèle. Alors, l'analyse statistique, après avoir rappelé les objectifs, va nous permettre d'une part de chiffrer la qualité descriptive et prédictive des modèles qui nous servent à décrire et prédire la variation d'une part de la viscosité et d'autre part d'une réponse qu'on a appelée clear point. Et puis on va s'apercevoir que la variation des réponses était telle, ou d'une amplitude telle, que nous avions déjà suggéré l'utilisation d'une transformation. Et donc, dans cette séquence, nous allons introduire la notion de transformation de Box-Cox et éventuellement de réduction du domaine expérimental. Alors, quels sont les objectifs de l'analyse statistique? Eh bien, les statistiques sont là pour vous aider à décider et à apporter des éléments de décision sur quoi? Sur les résultats obtenus à partir de l'analyse mathématique. L'analyse mathématique a permis de fabriquer un ou plusieurs modèles, des modèles de degré 1, de degré 2, de degré 3, de degré 4. Et donc, on va se poser des questions légitimes. Est-ce que ces modèles nous permettent de faire tourner la boucle de la formulation, à savoir, est-ce qu'ils présentent une qualité descriptive et prédictive suffisante? Un modèle, c'est également un ensemble de coefficients. Vous en voyez ici un petit tableau où le vecteur des coefficients associé au modèle de degré 2 pour la réponse viscosité, et on peut se demander si ces coefficients sont significativement différents de 0. Pourquoi? Parce que s'ils peuvent être assimilés à 0, pourquoi donc les garder dans l'équation du modèle? Et enfin, l'analyse mathématique avait produit des résidus. Les résidus, c'était un vecteur ou un tableau qui regroupait les écarts entre le modèle et les expériences, et on avait pu voir à l'aide d'un diagramme en bâton que localement, certains écarts étaient importants, ça veut dire que le modèle était peut-être insuffisant pour décrire dans ces endroits-là la variation de la réponse. Alors classiquement, on se pose une question qui rejoint les hypothèses de l'analyse de régression. Est-ce que les résidus sont normalement distribués ou distribués suivant une loi normale? Bien, pour répondre à toutes ces questions, on va faire appel à des méthodes statistiques, alors qui sont largement, et j'ai tendance à dire un peu trop présentes dans les logiciels, à un tel point qu'on a du mal à voir quelle information il est nécessaire d'aller chercher et d'analyser en premier. Et donc je reste convaincu qu'il faut rester simple, et la première des choses à regarder, c'est la qualité descriptive et la qualité prédictive du modèle, au travers de 2 indicateurs qu'on appelle RE2 ajusté, et Q2. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette partie. Et si ces indicateurs se montrent insuffisants par rapport aux espérances des utilisateurs, il faut se demander pourquoi le modèle n'est pas descriptif, pourquoi n'est-il pas prédictif. Et donc par voie de conséquence, on va pouvoir suggérer des transformations pour essayer d'améliorer la qualité descriptive et prédictive du modèle. C'est ce qu'on fera dans la dernière partie de cette séquence. Alors, si vous êtes confronté à des problèmes d'analyse de plantes de mélange, et si vous voulez bien approfondir la partie analyse statistique, vous pouvez vous reporter à 2 publications, alors certes qui sont anciennes, mais qui présentent pas mal d'éléments, et ensuite reportez-vous à des livres sur l'analyse de régression que l'on trouve classiquement en statistique. Alors revenons un petit peu à la cartographie schématique de l'analyse. Nous avions vu ce genre de graphique. Il permettait de passer de la matrice d'expérience au regard de laquelle on mettait le vecteur des réponses, au vecteur des coefficients en rouge et au vecteur des résidus.
Et donc pour chiffrer l'analyse descriptive, eh bien, on va essayer de représenter la proximité entre les valeurs des deux vecteurs y et y chapeau. Le rêve de tout expérimentateur, c'est que le modèle passe le plus près possible des points expérimentaux, et donc le plus près possible des points expérimentaux va être décrit par une représentation graphique au départ, qui va tenter sur un nuage de points de regarder la ressemblance entre ces deux vecteurs. Ce nuage de points, on l'appelle classiquement le graphe d'adéquation. Sur l'axe horizontal, vous portez par exemple la variation de la réponse mesurée, et sur l'axe vertical, vous portez la variation de la réponse calculée. On va revoir ce graphique en plus grand. Ici, c'est la variation de la viscosité. Et naturellement, un modèle sera d'autant plus descriptif que les points bleus seront près de la première bisectrice qui ici est représentée en rouge. Donc voilà pour un modèle de degré 2, dont vous voyez la forme canonique apparaître à l'écran, bien le nuage de points, et puis, localement des écarts importants, puisque pour une viscosité mesurée de 1630 centipoises, eh bien, le modèle ne vous restitue qu'un petit peu moins de 1400 centipoises. J'ai matérialisé ici les trois écarts les plus importants que l'on avait vus sur le diagramme en bâton. De la même façon, pour le graphe d'adéquation qui a trait à la réponse clear point exprimée en degrés Celsius, eh bien, là aussi, le modèle de degré 2 laisse, si j'ose dire, des points un peu trop éloignés de la première bisectrice. Mais ce sentiment visuel, il va falloir le quantifier à partir d'indicateurs sur lesquels on pourra porter un jugement. Mais avant toute chose, commencer par dessiner le graphe d'équation au point où, si les points ont l'air parfaitement alignés sur la bisectrice, vous pouvez faire peut-être abstraction d'une étude poussée de l'analyse descriptive. Alors, quel est le principe de l'analyse? Eh bien, il s'appuie sur un principe de décomposition métrologique. C'est que toute valeur mesurée peut être décomposée en une partie déterministe et une partie aléatoire. La partie déterministe, ça va être l'équation du modèle. Et la partie aléatoire, eh bien, ça va être l'écart entre ce que vous avez mesuré par voie de conséquence et la partie restituée par le modèle. Dans notre feuille Excel, dans un logiciel, lorsqu'on organise des calculs, bien, les réponses, les valeurs mesurées sont reportées généralement en colonnes, c'est ce que vous voyez ici, c'est le vecteur Y. Les réponses modélisées, alors à l'aide d'un modèle de degré 1, de degré 2, de degré 3 et de degré 4, sont reportées dans un vecteur Y chapeau, et puis les écarts qu'on a appelés des résidus en raison de l'ajustement au sens des moindres carrés sont reportés dans un troisième vecteur, ici colorié en rouge, et ces vecteurs ont le même nombre de lignes, donc on les met côte à côte. Alors on s'est servi du vecteur rouge des résidus pour faire un diagramme en bâton, on s'est servi des deux vecteurs bleus pour faire le graphe d'adéquation, et donc on va essayer de résumer tout ça au travers d'un indicateur numérique qui va s'appeler R2 puis R2 ajusté, en essayant de répondre à la question suivante: quelles sont les contributions respectives de la partie déterministe, donc du modèle, et de la partie aléatoire, donc ce qui n'est pas expliqué par le modèle, dans la variation des résultats expérimentaux, ce que vous avez mis dans la colonne Y. Voilà, on aimerait savoir si le modèle restitue le plus possible, le mieux possible, la variation des résultats expérimentaux, qui, elle, ne dépend pas du modèle, puisque c'est un constat expérimental. Alors, qui dit variation, dit écart par rapport à la moyenne, si les facteurs n'avaient eu aucun effet. C'est-à-dire si en passant d'une formule à une autre, vous n'aviez pas constaté de variation significative de la viscosité. Par exemple, toutes les valeurs seraient quasiment identiques entre elles et quasiment, du coup, identiques à leur moyenne. Et donc, les distances à la moyenne seraient faibles, et la somme des carrés de ces distances serait petite. C'est la somme des carrés des écarts total dont vous voyez la formule apparaître à l'écran. Somme pour i égale 1 à n de yi moins y bar au carré. Et plus les facteurs vont manifester leur effet, même si ici l'objectif
du plan d'expérience n'est pas de quantifier ces effets, mais si les facteurs manifestent leurs effets, et plus ces effets seront importants, plus la dispersion des valeurs observées sera grande, et plus cette somme des carrés des écarts, des valeurs à leur moyenne, sera importante. Et cette somme des carrés des écarts, on va la redécomposer en deux autres sommes de carrés d'écart, ce que nous renvoie le modèle, somme de i égale 1 à n de y chapeau i moins y bar au carré, et ce que ne renvoie pas le modèle comme information, à savoir les résidus. Alors, dans les deux sommes de carrés d'écart, on constate que l'on décompose par rapport à la moyenne arithmétique, qui est la même pour les réponses mesurées et pour les réponses calculées. C'est une propriété ici de la méthode des moindres carrés. Par voie de conséquence, la somme des résidus est nulle, et donc la somme des carrés des écarts, eh bien, c'est tout simplement la somme des différences au carré entre les valeurs observées, yi, et les valeurs restituées par le modèle, y chapeau i, avec la propriété de la méthode des moindres carrés, somme des ei égale 0. Alors, on pourrait s'intéresser à ces sommes des carrés d'écart et se dire que plus la somme des carrés des écarts liés au modèle, celle qu'on a notée SCM, est grande par rapport à la somme des carrés des écarts restantes, SCE, plus le modèle sera descriptif. Pourquoi? Parce que la somme des deux va être constante et égale à SCT. Voilà, c'est ça le principe. Alors, comment organise-t-on les calculs? Eh bien, on va calculer ces sommes de carrés d'écart, puis on va en faire tout un tas de choses. Et la première des choses à faire, eh bien, dès qu'on a décomposé la variation totale en somme de carrés d'écart, eh bien, on reporte ces sommes de carrés dans la première colonne d'un tableau, où les grandes lignes sont, en partant du bas, le total, la valeur que vous voyez affichée, là, 2 42 775, bien, c'est la variation totale. Cette variation sera indépendante du type de modèle utilisé pour l'analyse de la variation des résultats. Et cette variation, représentée par une grandeur qui vaut un peu plus de 2 millions, eh bien, elle s'explique sous la forme d'une somme de deux autres grandeurs. La variation due au modèle, à hauteur de 1 758 000, et puis la variation résiduelle, celle qui reste une fois qu'on a exploité le modèle, à savoir ici 284 000 en termes d'ordre de grandeur. Et le rêve, naturellement, c'est que la variation résiduelle soit la plus petite possible, sans être rigoureusement nulle. Parce que lorsqu'elle est nulle, c'est qu'on n'a pas de résidus. Si on n'a pas de résidus, c'est que le modèle passe exactement par les points expérimentaux. Et ici, ça serait lié au fait que lorsqu'on a fait 15 mélanges, bien, si on fabrique un modèle de degré 4, on a 15 coefficients estimés. Et donc, il ne nous reste pas de matière première pour estimer bien, les résidus, les écarts et le manque d'adéquation de ce modèle. Donc la première des choses à faire, ça va être de calculer ces sommes de carrés, de les reporter dans un tableau, en remarquant la petite décomposition suivante. Si dans la somme des carrés des écarts total, vous introduisez 0 sous la forme de moins y chapeau i plus y chapeau i, c'est ce que vous voyez dans le terme entre crochets, eh bien vous allez vous apercevoir, lorsque vous décomposez cette identité remarquable, que la somme des doubles produits est nulle. Et par voie de conséquence, vous voyez apparaître ici les deux autres sommes de carrés d'écart, à savoir SCM et SCE, ce qui nous permet de vérifier, alors notamment quand on fait les calculs de façon indépendante d'un logiciel dédié, assurez-vous que la somme des deux premières lignes de ce tableau soit bien égale à la dernière ligne de ce tableau. C'est ce qu'on appelle l'équation d'analyse de régression, que l'on retrouve également sous le nom d'équation d'analyse de variance dans d'autres contextes. Alors, cette équation va être utilisée pour fabriquer un coefficient que vous voyez apparaître à l'écran, qu'on appelle le coefficient de détermination, grand R2, qui est un nombre réel qui varie dans l'intervalle 0,1 en raison de la formule suivante, à savoir SCM sur SCT. Et comme on a vu que SCT c'était la somme de SCM et de SCE, vous pouvez réécrire cette expression sous la forme 1 moins SCE sur SCT. La somme des carrés des écarts, elle peut varier depuis 0
jusqu'à 100%, et donc votre indicateur varie entre 0 et 1, avec ceci de particulier, c'est que plus il est proche de 100%, plus la somme des carrés des écarts est petite, et donc plus le modèle passe près des points expérimentaux. Alors, que penser de 86%? Est-ce que c'est proche de 100% ou non? C'est ce que vous avez vu sur le graphe d'adéquation tout à l'heure. Alors attention toutefois, ce coefficient R2 croît lorsque vous augmentez le degré du modèle, c'est-à-dire qu'en refaisant le calcul à partir d'un modèle de degré 3, vous aurez nécessairement un coefficient R2 plus grand. Donc vous en conclurez que le modèle de degré 3 est plus descriptif, au même titre avec le modèle de degré 4. Et donc lorsqu'on veut comparer des modèles qui n'ont pas le même nombre de coefficients, il faut adjoindre à ce coefficient un coefficient qui tient compte du nombre de coefficients dans le modèle. C'est ce qu'on appelle le R2 ajusté. Et le R2 ajusté va faire intervenir une notion qui est pas facile à comprendre quand on est étudiant, même plus tard, c'est la notion de nombre de degrés de liberté. Et donc, le nombre de degrés de liberté permet de transformer les sommes de carrés d'écart en variance. C'est classique à partir de la variance expérimentale. Et le rapport SCE sur N-P, ça va être la variance résiduelle, la dispersion liée au résidu, traduit en variance, au même titre que SCT sur N-1, c'est la somme des carrés des écarts totaux divisé par le nombre d'observations, ici 15 moins 1. Et donc on va ajuster le R2 précédent, le coefficient de détermination précédent, en fonction des nombres de degrés de liberté. Et vous voyez ici apparaître dans la formule non seulement la dépense que vous avez faite au travers de n, mais vous voyez aussi apparaître ce que vous avez consommé comme information au travers de petit p. P, c'est le nombre de coefficients du modèle. Alors lorsqu'on fait un calcul dans cet exemple, on a rajouté dans le tableau le nombre de degrés de liberté. Comme vous avez un modèle de degré 2, on verra après les modèles de degrés différents. Le nombre de coefficients est égal à 6. 6 moins 1, ça fait 5. C'est le nombre de degrés de liberté que vous voyez apparaître sur la ligne modèle. Puisque vous avez fait 15 mélanges, grand N égale 15. 15 moins 1, ça fait 14. C'est ce que vous voyez sur la dernière ligne. Et donc, tout calcul fait. Le coefficient de détermination ajusté pour le modèle de degré 2, traduisant la variation de la viscosité, c'est 78%, 78,35%. Remarque, R2 ajusté est toujours inférieur ou égal à R2. Ils ne sont égaux, ces coefficients, que quand vous avez 100%. Et attention, lorsque le modèle n'est franchement pas descriptif, R2 ajusté peut devenir négatif. Il suffit que la variance résiduelle, SCE sur N-P, l'emporte, soit supérieure à la variance qui est au dénominateur, à savoir SCT sur N-1. Alors, pour pouvoir faire le choix d'un modèle, il faut mettre côte à côte les différents modèles. Ici, la forme canonique du modèle de degré 1, de degré 2, de degré 3, de degré 4. Et pour chacune de ces formes canoniques, il faut calculer R2 et R2 ajusté. Alors, à ceci près que, comme nous n'avons fait que 15 mélanges distincts, on ne peut pas calculer R2 ajusté pour le modèle de degré 4. Pourquoi? Parce que cette forme canonique particulière nécessite l'estimation de 15 coefficients, et donc nous n'avons pas de degré de liberté pour juger du manque d'adéquation du modèle. Donc on aura simplement R2 égale 100%. Pour les autres, on voit que le modèle de degré 2 a un R2 ajusté qui est un peu inférieur à 80%. Le modèle de degré 3 est franchement plus descriptif, puisque le couple R2-R2 ajusté est largement supérieur à 90%. Donc si on voulait retenir un modèle pour décrire la viscosité, bien évidemment, il vaudrait mieux retenir le modèle de degré 3 par rapport au modèle de degré 2. Attention, le R2 ajusté ne croît pas systématiquement en fonction du degré du modèle, d'où l'intérêt de ce genre de diagramme.
Concernant l'autre réponse, à savoir ClearPoint, qui est mesurée en degrés Celsius, eh bien, on constate que le modèle de degré 1 ne nous apportera pas grand-chose. On avait vu en effet dans l'analyse globale qu'il n'y avait pas de variation monotone suivant les grandes directions du domaine, variation de la réponse. Le modèle de degré 2 est un peu moins performant. Le modèle de degré 3, quant à lui, pourrait être accepté pour décrire la variation de la réponse au sein du domaine expérimental, attention, au sens de la description. Alors, quand on veut faire de l'optimisation, décrire ce que l'on a déjà obtenu, on peut se dire que c'est utile, mais on attend davantage, parce que finalement, ce qu'on a obtenu, on peut le voir dans un tableau. D'ailleurs, on avait fait une analyse descriptive et graphique globale de la variation des résultats. Ce que l'on attend du modèle, c'est qu'il soit le plus prédictif possible pour nous aider à nous diriger dans une zone où nous n'avons pas encore fait d'expérience. Alors, comment faire? Eh bien, on peut chiffrer de façon simple la qualité prédictive du modèle à partir d'une matrice qu'on appelle la matrice H, que vous avez vue ou que vous voyez apparaître au bas de l'écran ici. Cette matrice H est d'autant plus importante que le domaine expérimental n'est pas une figure géométrique régulière comme un simplex. Donc on en reparlera beaucoup plus dans des études de cas où le domaine expérimental est un polyèdre convexe. Et cette matrice H, ici, va présenter l'intérêt suivant, c'est que les termes diagonaux de cette matrice vont servir d'amplificateur aux écarts de description. Alors c'est ce que vous voyez ici. Les écarts de description, c'est les résidus. Et on va transformer ces écarts de description en écarts de prédiction, E entre parenthèses I, avec un coefficient amplificateur qui est égal à 1 sur 1 moins HII. Dans le chapitre consacré aux aspects statistiques, nous en avions parlé, et j'en reparle régulièrement dans des études de cas où on met en œuvre des polyèdres convexes, parce que j'analyse à plusieurs reprises la distribution de ces valeurs, qu'on appelle des leviers. Donc on va pouvoir calculer de façon très simple les écarts de prédiction. Pourquoi E entre parenthèses I? Bien, c'est l'écart que l'on observerait si l'on ne tenait pas compte de l'expérience I pour fabriquer le modèle. Imaginez par exemple que j'enlève l'essai numéro 1 de la matrice d'expérience et qu'à partir des essais qui vont du numéro 2 au numéro 15, je calcule un modèle. Je peux à partir de ce modèle prédire la réponse que j'aurai pour l'essai 1 et en comparant les deux, j'obtiens un écart de prédiction. On fera ensuite la synthèse des écarts de prédiction pour calculer un indicateur comme on va le voir. Alors reprenons ici l'exemple de la viscosité à partir d'un modèle de degré 2 dont on sait qu'il n'est pas très descriptif, donc on ne s'étonnera pas de trouver une qualité prédictive encore moindre. Nous avions, à l'aide d'un modèle de degré 2, calculé le vecteur Y chapeau que vous voyez à l'écran. Nous avons calculé les résidus. Je vous rappelle que certains résidus sont grands, en valeur absolue plus grands que 260, en particulier sur la ligne 3 et un petit peu plus bas. Et donc, en utilisant les leviers, les termes diagonaux de la matrice H, eh bien, je m'en vais pouvoir calculer l'amplification de ces écarts et traduire du coup le résultat en tant qu'erreur ou écart de prédiction. Voilà. À savoir que là où nous avions un écart de description de 50,6 pour le premier essai, l'écart de prédiction il est plus grand, il vaut 200. Au même titre, quand vous aviez un écart de description de 260, l'écart de prédiction correspondant vaut 1070,6. Et donc ces écarts de prédiction, qui sont toujours plus grands, puisqu'on voit ici un amplificateur, vont être résumés pour chiffrer la qualité prédictive du modèle, avec une analogie avec le RE2. Le RE2, qu'on a vu tout à l'heure, le coefficient de détermination, c'était une conséquence directe de la somme des carrés des écarts de description. On répétera la formule. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la somme des carrés des écarts de prédiction. Et la somme des carrés des écarts de prédiction répond à l'acronyme anglais PRESS pour Prediction, Error, Sum of Square, la somme des carrés des erreurs. Donc une erreur c'est une différence, un écart de prédiction. Plus la valeur de PRESS sera petite,
plus les termes de ce vecteur seront petits, et donc plus finalement le modèle retrouvera les expériences que vous enlevez une à une. Et donc l'idée c'est d'avoir une valeur de presse la plus petite possible. Mais la plus petite possible, ça veut dire quoi? Eh bien, on va la comparer, cette valeur de presse, là encore à SCT. C'est pour ça qu'on peut avoir une analogie entre la qualité descriptive et la qualité prédictive. Pour la qualité descriptive, nous avions écrit 1 moins SCE sur SCT, c'est rappelé avec la formule du R2, et pour la qualité prédictive, eh bien, vous avez 1 moins presse sur SCT. Naturellement, Q2, cet indicateur, est plus petit que la qualité descriptive. Dans notre cas, on aurait pu se contenter d'une qualité descriptive de 78%, par contre une qualité prédictive de 16% est bien maigre par rapport à nos problématiques d'optimisation. Donc on va essayer de faire mieux. Et donc on pense spontanément faire mieux en utilisant le modèle de degré 3. Et lorsqu'on utilise le modèle de degré 3, regardez ici, la qualité prédictive, qui est représentée par des bâtons verts, est moindre que pour un modèle de degré 2. Donc attention, ce n'est pas parce qu'on choisit des modèles de degré plus élevés que l'on améliore nécessairement les qualités de ces modèles. Ça, c'est quelque chose qui est souvent mal acquis dans les formations initiales et sur lesquelles il faut revenir. Dessiner systématiquement ces diagrammes en bâton à partir des résultats que vous donnent les logiciels pour ne pas choisir systématiquement par défaut les modèles de degré le plus élevé. Qui plus est, je vous rappelle que plus le degré d'un polynôme augmente, plus la propagation des incertitudes localement peut être importante si on a des problèmes d'équirépartition dans le domaine. Donc, si on fait le bilan de la qualité du modèle de degré 2, on va falloir essayer de faire mieux pour faire de l'optimisation. Voilà pour la réponse viscosité. Alors, on a fait la même chose pour la deuxième réponse. Je vous rappelle que l'essai consiste à congeler le mélange à moins 18 degrés pendant 12 heures et puis regarder à partir de quelle température, lors de la décongélation, le mélange ou la suspension devient limpide. Eh bien, alors pour le coup, le modèle de degré 2 ne serait pas du tout prédictif. Lorsque Q2 est négatif, on ne le représente pas. Et le modèle de degré 3 montre un tout petit peu sa qualité prédictive, mais est-ce suffisant par rapport aux besoins de l'étude? Sûrement pas. Alors, quelles sont les alternatives qui nous restent? Eh bien, plusieurs. La première, c'est naturellement de tout arrêter en disant que ça n'a pas marché. Mais comme on est opiniâtre, on va essayer de trouver des pistes d'amélioration. Alors, qui ne sont pas forcément les pistes d'amélioration utilisées par les auteurs en 1972, mais l'intérêt de revisiter une publication, c'est aussi peut-être de la revoir avec différents aspects. Alors la première chose que je vous propose d'introduire, c'est d'introduire des transformations suggérées par Box et Cox en 1964, qui sont des transformations qui essaient de normaliser la distribution des résidus. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ces cours, ces présentations d'études de cas se veulent être pragmatiques, on va chercher à transformer la réponse de façon à homogénéiser la distribution des résidus autour de leur valeur moyenne, qui est 0. Je vous avais spontanément suggéré d'utiliser une transformation logarithmique, lorsque nous avions vu dans l'analyse globale une très forte disparité des valeurs dans la distribution des valeurs de la viscosité. On variait de plus d'un ordre de grandeur, puisqu'on passait de 78 centipoises à 1630 centipoises. Et j'avais dit, quand on ne sait pas, par défaut, prenons un logarithme, décimal ou népérien, c'est pas très grave. Alors, Box et Cox ont proposé une méthode qui n'est vraiment pas difficile à mettre en œuvre à l'aide d'un tableur. On précisera ça lors d'un petit film particulier. La majorité des logiciels de plan d'expérience intègrent cette transformation, mais pas tous, systématiquement, et on peut le regretter. On va d'abord transformer les valeurs YI, donc les réponses mesurées, à savoir la viscosité d'un côté, d'un autre côté la réponse ClearPoint, en valeur WI. Alors vous voyez ici la transformation. Cette transformation va dépendre d'un paramètre lambda. Et les auteurs nous disent qu'il faut faire varier lambda entre moins 2 et plus 2
Quelques années plus tard, les mêmes auteurs dans un livre ont dit entre moins 2,5 et plus 2,5, et en farfouillant sur Internet, vous trouverez que certains logiciels font varier le paramètre lambda entre moins 3 et plus 3. Bon. Ici, je vais faire varier entre moins 2 et plus 2, sauf que si lambda est égal à 0, vous arrivez à une forme indéterminée, et donc si lambda est égal à 0, pour la valeur de lambda égale 0, ben, vous prenez comme transformation le logarithme népérien. Une fois que vous avez obtenu le vecteur W, donc les n valeurs WI en fonction de lambda, vous allez retransformer ces valeurs en les relativisant à partir de la moyenne géométrique des réponses. La moyenne géométrique des réponses, c'est le produit des réponses élevé à la puissance 1 sur n, si vous avez n valeurs. Alors bien sûr, vous pouvez faire les deux opérations en une, mais pour éviter d'alourdir la notation, j'ai fait deux étapes. Donc dans Excel, vous partez de la colonne YI, vous fabriquez la colonne WI, et de la colonne WI, vous fabriquez la colonne ZI. Alors attention, ces vecteurs vont changer en fonction de lambda, et on va voir comment s'en tirer. Pour chacune des valeurs de lambda, par exemple vous prenez lambda égale moins 0,2, eh bien vous allez calculer ZI. Ça sera la nouvelle réponse transformée dont vous allez analyser la variation. Vous faites un modèle et vous calculez les résidus EI de lambda. Et vous faites ça pour toutes les valeurs de lambda variant entre moins 2 et plus 2. Donc on va calculer pour chacune de ces valeurs de lambda la somme des carrés des écarts et on va retenir la valeur de lambda qui minimise la somme des carrés des écarts. Alors comment retenir la valeur de lambda qui minimise la somme des carrés des écarts? Ben, tout simplement en faisant un graphique. Vous voyez qu'ici j'ai fait varier lambda entre moins 2 et plus 2, et je vois qu'il y a des valeurs de lambda aux alentours de 0, 0,5 qui sont dans cet exemple-là, qui vont me permettre d'obtenir une somme des carrés des écarts beaucoup plus petite que si vous prenez lambda égale moins 2 ou lambda égale plus 2. Voilà, alors ici c'est une feuille générique. Sur ce graphique, notamment si vous le faites sous Excel, ou même si vous le faites à partir de logiciels qui finalement vont vous calculer certaines choses, mais ne vont pas vous donner trop d'outils d'aide à la décision. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à regarder certaines valeurs particulières de lambda. Donc à la limite, ne calculez que celle-là. Mais c'est tellement facile de dessiner la courbe intégralement qu'il ne faut pas s'en priver. Mais bon, si vous ne savez pas trop comment faire, regardez qu'est-ce qui se passe pour lambda égale moins 2, regardez qu'est-ce qui se passe pour lambda égale moins 1, moins 1,5, 0, et puis les valeurs positives, plus 1,5, plus 1 et plus 2. Si par cas vous constatez que pour la valeur du paramètre lambda égale moins 2, la somme des carrés est minimale. Ce n'est pas le cas dans la figure type que j'ai présentée là. Eh bien, au lieu de modéliser la variation de y, il vaut mieux modéliser la variation de 1 sur y carré. Si lambda est égal à moins 1, au lieu de modéliser la variation de y, il vaut mieux modéliser, avec le modèle de degré 2 par exemple, la variation de 1 sur y. Si lambda vaut moins 1,5, il vaut mieux modéliser la variation de 1 sur racine carrée de y. Pour lambda égale 0, c'est la transformation logarithmique. Et pour les lambda positifs, on retrouve racine carrée de y. Si lambda est égal à 1, ça veut dire que finalement la transformation, aucune des transformations n'améliore la somme des carrés des écarts. Donc en fait, il faut analyser la variation de y telle que celle que l'on a observée. Et pour lambda égale plus 2, il faut transformer y en y carré. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire. Pour les logiciels les plus avancés, vous avez des intervalles de confiance qui vous permettent de mieux choisir la valeur de lambda. Alors on va regarder concrètement ici comment, pour chacune des deux réponses, on s'y prend. Une fois que vous avez choisi la valeur de lambda, qui minimise la somme des carrés des écarts, alors choisir la valeur ou les deux valeurs, parce que des fois ça vaut le coup de tester deux valeurs successives, et bien vous calculez la qualité descriptive et la qualité prédictive du modèle, et puis vous allez utiliser finalement ce modèle si la transformation a amélioré les choses. Alors regardons ce qui se passe pour la viscosité en partant du meilleur modèle. C'était le modèle de degré 2 qui avait les qualités, le couple qualité descriptive prédictive le meilleur. Donc on va partir du modèle de degré 2 et on va essayer de l'améliorer.
On utilise la transformation de Box-Cox que je viens de décrire. Je fais varier le paramètre lambda de façon continue entre moins 2 et plus 2. Alors bien sûr, on voit qu'au-delà de 0,5, la somme des carrés des écarts se met à croître de façon rapide. Et donc on va zoomer dans une zone où on va s'apercevoir que cette somme des carrés des écarts présente un minimum. Donc je vais redessiner ce graphique en limitant la variation du paramètre lambda, en particulier dans une zone où je trouve des valeurs particulières telles que moins 1 et moins 1,5. Alors je vous l'accorde, la somme des carrés des écarts pour la valeur moins 1,5 est plus petite que la somme des carrés des écarts pour la valeur moins 1, très légèrement, mais je vous invite à faire les deux calculs pour regarder parmi les deux modèles que vous allez fabriquer, quel est celui qui s'avère être le meilleur, pour voir s'ils ne sont pas par hasard assez équivalents. La transformation suggérée par l'analyse du graphique de Box-Cox pour lambda égale moins 1 nous invite à remodéliser la variation de la réponse, mais cette fois-ci sous la forme 1 sur y, fonction des proportions des constituants. Et pour lambda égale moins 1,5, on remplace y, la viscosité, par 1 sur racine de y. Alors naturellement, à la fin, lorsqu'on fera le dessin des modèles, on repassera en transformation inverse pour se ramener en viscosité. Voilà. Alors si je ne fais pas de transformation, c'est ce que nous avions vu au départ, la qualité descriptive valait 78%, on aurait pu s'en contenter. Par contre, la qualité prédictive, certes, elle était positive, mais elle était bien faible par rapport aux attentes des expérimentateurs, 16%. Le graphique de Box-Cox nous suggère une transformation avec lambda égale moins 1, c'est-à-dire remplacer le vecteur des réponses viscosité par 1 sur la valeur de la viscosité. Ah oui, j'ai oublié de dire que ce sont des transformations qui marchent pour des réponses strictement positives. Eh bien, vous voyez que le fait de modéliser non pas la variation de la viscosité, mais de l'inverse de la viscosité, à l'aide d'un modèle de degré 2, nous permet d'obtenir une qualité descriptive de 98% et une qualité prédictive de 95%. Donc là, on a un modèle qui va contenter plus d'un expérimentateur. On avait vu qu'il y avait deux transformations à peu près équivalentes en termes de somme de carrés d'écart. Si vous utilisez la transformation relative à lambda égale moins 1,5, donc en remplaçant y par 1 sur racine de y, eh bien, vous voyez qu'on obtient des niveaux de perfection en termes de qualité du modèle à peu près équivalents. Donc finalement, on gagne ici à utiliser la transformation de Box-Cox tout en conservant un modèle de degré 2. Pourquoi? Parce qu'un modèle de degré 2, ça propage moins d'incertitudes qu'un modèle de degré 3 et qui, lui, s'avérait pas terrible en termes de qualité prédictive. Alors, regardons l'autre réponse, la réponse ClearPoint. Et le meilleur modèle que nous avions à notre disposition, c'était le modèle cubique de degré 3. Sa qualité descriptive, on va le revoir, était convenable, mais sa qualité prédictive était de quelques petits pourcents. Et donc on se dit qu'en adoptant la même méthode de transformation, mais appliquée à un modèle de degré 3, on devrait pouvoir faire mieux. Alors nous voilà partis, on fait varier lambda de moins 2 à plus 2. Pour chacune des valeurs de lambda, on calcule la somme des carrés des écarts, et puis on va essayer d'isoler, de zoomer sur la zone où la somme des carrés des écarts est la plus petite possible, et on voit de façon un peu attristée ici que cette zone a l'air de contenir ou contient la valeur lambda égale 1, c'est-à-dire ne faites pas de transformation parce que vous n'allez pas améliorer les choses. Alors zoomons un petit peu sur cette zone, on voit qu'effectivement pour lambda égale 1, c'est là où on obtient la somme des carrés des écarts minimales. Ne perdons pas espoir, regardons un petit peu pour lambda égale 0,5 et lambda égale 0. Pour lambda égale 0, c'est la transformation logarithmique. Dans l'analyse globale, on avait vu que la valeur de ClearPoint variait d'un ordre de grandeur à peu près, donc c'est pas forcément idiot d'utiliser une transformation logarithmique. Et pour la valeur lambda égale 0,5, on a une transformation en racine carrée qui va comprimer un petit peu l'étendue de variation des résultats. Alors, on met ça dans un logiciel ou dans Excel. On rappelle ce qui se passe quand on ne fait aucune transformation. Voilà les deux indicateurs pour la qualité descriptive et la qualité prédictive, et on croisait les doigts en espérant faire mieux, et voyez que la transformation logarithmique n'améliore rien du tout, et la transformation en racine carrée également n'améliore rien du tout dans cet exemple. Alors ça ne veut pas dire que vous voyez, la transformation de Box-Cox c'est la solution à tous les problèmes. C'est une solution
qui marche pas trop mal quand vous avez des variations monotones de la réponse suivant les axes de variation du domaine. C'est ce qu'on avait vu sur la viscosité. Lorsque vous avez quelque part des montagnes russes dans le domaine expérimental, avec des endroits où la réponse augmente et des endroits où la réponse diminue, un peu dans toutes les directions, les transformations de Box-Cox s'avèrent souvent moins efficaces, et c'est ce que l'on retrouve ici. Alors, on peut comprendre que en 1972, des ingénieurs dont vous avez vu qu'ils appartenaient au groupe Colgate-Palmolive n'avaient pas forcément les outils de calcul qu'on a aujourd'hui pour, en un clic de souris, trouver la meilleure transformation. Et donc, à l'époque, les deux auteurs de la publication n'ont pas utilisé de transformation et se sont même restreints à n'utiliser que le modèle de degré 4, qui lui était 100% descriptif puisqu'il passait par tous les points expérimentaux. Alors, il y a une autre alternative. Il y a une autre alternative à laquelle on ne pense pas toujours lorsqu'on analyse les résultats d'un plan de mélange. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pressé d'obtenir une solution, et des fois on est déçu dans l'analyse, que l'on oublie des choses de grand bon sens. Eh bien, l'idée de se dire qu'un modèle polynomial sera d'autant plus efficace que les variations de la réponse au sein du domaine ne seront pas trop importantes. Et on avait vu que c'est souvent sur les sommets du domaine que l'on peut avoir, ce n'est pas systématique, des gros écarts avec les autres mélanges, quand vous avez 100% de durée, enfin ici 6%, mais il y a un constituant qui est constant à hauteur de 94%. Lorsque vous n'avez qu'un constituant, souvent la réponse décroche par rapport aux autres. C'est là où nous avions vu une réponse de 1630 centipoises. Et donc j'ai décidé dans ce domaine de couper les sommets, c'est-à-dire de retenir dans une nouvelle matrice d'expérience, mais vous n'avez pas à refaire des essais, vous les avez faits, j'ai enlevé 3 essais. J'ai enlevé les essais qui correspondaient à 100% du constituant 1, du constituant 2 et du constituant 3. Par voie de conséquence, visuellement, la réponse varie. Elle varie de 96 à 560. Mais on n'a plus une variation trop importante, et on peut se demander dans ce cas-là si le modèle de degré 2 ne serait pas suffisant pour décrire les choses. Eh bien, regardez, lorsque vous restreignez le domaine expérimental dans une zone qui présente de l'intérêt, puisque on nous demandait d'obtenir une réponse comprise entre 180 et 200 centipoises. Donc surtout, n'allez pas éliminer des sommets si par cas ces sommets répondent aux objectifs. Dès lors que les sommets ne répondaient pas ici aux objectifs, je me suis permis de les enlever. J'ai essayé de garder dans la figure un caractère assez isotrope, un maillage assez régulier, et regardez le graphe d'adéquation. Le graphe d'adéquation d'un modèle de degré 2 dans ce domaine restreint est beaucoup plus sympathique, et nous avons poussé le vice jusqu'à calculer la qualité descriptive et prédictive de ce modèle sans transformation, et vous voyez qu'ici on pourrait s'en contenter largement puisque la qualité descriptive et prédictive sont plus grandes que 90%, et c'est un rêve pour des expérimentateurs. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs alternatives, soit faire des transformations de Box-Cox, ceci dit ça fait appel à des calculs un peu compliqué qu'il faut automatiser, soit finalement à faire du grand bon sens paysan en disant on va essayer de restreindre le domaine à une zone d'intérêt en enlevant les parties du domaine où la réponse varie beaucoup et où la réponse ne nous intéresse pas. Alors, est-ce que nous avons de la chance? Est-ce que cette restriction du domaine est aussi efficace lorsque l'on va s'intéresser à la réponse ClearPoint? Eh bien, on va voir hélas que non. Donc on sera obligé, les auteurs ont conservé l'intégralité du domaine. Donc si je fais un récapitulatif à propos de la variation de la viscosité dans le domaine, si je conserve l'intégralité du domaine, j'ai plutôt intérêt à utiliser un modèle de degré 2 pour modéliser non pas la variation de y, mais la variation de 1 sur y, ou 1 sur racine carrée de y. Et j'ai une autre alternative, si je veux utiliser un modèle de degré 2 sans faire de transformation, je vais restreindre ce domaine en enlevant un ou plusieurs de ces sommets, c'est ceux que vous voyez sur la partie droite de la figure.
Dans ce cas-là, je garderai un modèle de degré 2, et dans chacun des cas, la qualité prédictive est largement suffisante pour faire de l'optimisation. Alors malheureusement, pour le modèle de degré 4, dont on revoit ici que la variation de la réponse était plus complexe ou du moins moins monotone dans le domaine, eh bien, quoi que vous fassiez, les transformations de Box-Cox n'ont rien apporté. La restriction du domaine expérimental, je ne l'ai pas montré, mais naturellement s'avérerait également insuffisante. Et donc, on va garder la forme canonique du modèle de degré 4, même si on ne peut pas en quantifier la qualité prédictive par la suite. Donc voilà le bilan de cette séquence qui s'appelle analyse statistique. Elle est souvent largement aidée à l'aide des logiciels dédiés, de plans d'expérience. Attention, souvent elle donne trop d'informations par rapport aux besoins, ou peut-être que les utilisateurs n'ont pas tout le recul pour analyser l'abondance de résultats des logiciels. Donc essayez d'être prudent dans l'analyse, de garder la main sur l'analyse en faisant des dessins. N'hésitez pas à rajouter des hypothèses en disant mais je vais peut-être restreindre le domaine expérimental. Et en fait, il n'y a pas de meilleur modèle. Vous allez choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins. Et pensez donc aux transformations de Box-Cox que l'on trouve quand même dans les logiciels, ou à la restriction du domaine expérimental. Il suffit de redonner une nouvelle matrice d'expérience et de relancer les calculs. Donc voilà pour la partie consacrée à l'analyse statistique. Et donc maintenant, nous allons basculer dans l'avant-dernière séquence consacrée à la restitution de toutes ces informations sous forme graphique. Ce sera la présentation des courbes iso-réponse, des courbes de réponse, et de la trace de la surface de réponse. Je vous remercie pour votre attention dans cette séquence quelque peu difficile souvent, qui était consacrée à l'analyse statistique, et je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'analyse graphique. Merci encore.